a lancé une démarche de financement participatif en plein Covid pour faire restaurer ce mammouth. Et à partir du moment où le public, les gens comme vous, ont répondu favorablement à cette démarche, eh bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait plein de questions associées à ce mammouth et qu'ils se sont tournés vers donc, les scientifiques, dont mes collègues et moi, et ils nous ont posé plein de questions auxquelles on ne pouvait pas répondre, parce que ce mammouth, ce gisement, datant de la fin du 19e siècle, a été fouillé avec les méthodes de l'époque, qui étaient les plus précises possibles pour l'époque. Il ne s'agit pas de critiquer le travail, mais il n'empêche qu'il y avait énormément de questions en suspens, et donc on leur a dit, écoutez, si vous voulez qu'on puisse vous répondre, il faut qu'on y retourne. Voilà comment ça a démarré. Voilà. Alors si vous voulez, je peux vous donner un peu plus d'informations sur la datation de ce mammouth, parce qu'effectivement, on a un peu avancé depuis. Alors, pourquoi c'est une méthode longue? Déjà parce que c'est une méthode qui est ce qu'on appelle une méthode couplée, qui est un nom barbare, une méthode qui s'appelle ESR-UTH. Donc c'est une méthode qui utilise du spin, de résonance d'électrons et de la radiochronologie par uranium-thorium. C'est totalement barbare, je ne vais pas vous donner le descriptif méthodologique, mais ça suppose de prendre des prélèvements. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on retourne sur le gisement. Alors quand vous nous voyez faire un trou, on ne fait pas un trou là où le mammouth a été trouvé, puisqu'il se trouve que ce trou il est sur une propriété privée à laquelle on n'avait pas accès. Donc on est à fait 60 mètres plus loin. Donc c'est aussi pour ça qu'au départ on ne savait pas si on allait retrouver quoi que ce soit, y compris les couches fossilifères. Donc c'est pour ça qu'on a été content de retrouver ces argiles bleues et des fossiles dans ces argiles bleues. Et donc quand on a pu retrouver ces restes, on a pu les utiliser pour cette méthode, mais cette méthode suppose une irradiation intermédiaire de cet émail de dents. Et une fois que cet émail est irradié, il faut ensuite attendre plusieurs mois que la dose de radioéléments redescende naturellement pour qu'on puisse mesurer la cinétique en fait de transformation des éléments dans ces eaux. Et donc, ce n'était pas possible dans le temps du film d'obtenir des résultats. Donc les résultats qu'on a obtenus vont à ce jour plutôt dans le sens de l'hypothèse récente, à savoir une datation aux alentours de 780 000 ans pour ce mammouth. Donc on est effectivement surpris, dans le bon sens, entre guillemets. Ça le rend peut-être plus exceptionnel pour nous parce qu'effectivement c'est un des plus récents mammouths méridionaux connu, puisqu'à cette époque-là, vers 800 000 ans, il commence à être supplanté en Europe occidentale par une autre forme de mammouth, pas encore le mammouth laineux qu'on va fréquenter nous pendant les 120 derniers millénaires, mais c'est une forme de mammouth qu'on appelle le mammouth des steppes, qui donc avait supplanté de plus en plus le mammouth méridional et le cantonnait vraiment à quelques régions sur le pourtour méditerranéen. Quels sont les critères qui font qu'on a passé méridionaliste de l'EFAS à Mamouthous? Alors tout bêtement parce que à la fin du 19e siècle, tous les éléphants et mammouths, qu'ils soient modernes et fossiles, étaient rangés dans un seul genre, Elephas. Et en fait, il faut attendre le 20e siècle et une attitude, on va dire, de changement d'habitude des taxonomistes qui deviennent ce qu'on appelle des splitters, en particulier sur les proboscidiens, notamment sous l'impulsion de M. Osborne, qui est un paléontologue américain, qui a décidé qu'il fallait faire à chaque crâne, ou presque, fossile de mammouth ou d'éléphant, une nouvelle espèce. Donc on a séparé le plus possible ces restes fossiles-là pendant une période, et puis on a eu une attitude qui est un peu à mi-chemin, on va dire, depuis, qui consiste à essayer de réunir quand même le plus possible les formes entre elles. Donc par exemple, dans les 11 formes de mammouth dont on parle dans le film, on va dire qu'on peut les ranger globalement dans trois grands ensembles. Est-ce qu'il s'agit d'espèces ou pas d'espèces? Ça, c'est toujours très compliqué quand on est face à des fossiles, que ce soit des mammouths ou autre chose. Mais en tout cas, il y a trois morphotypes principaux. Le morphotype méridional, donc ce mammouth dépourvu de poils qui vivait en forêt. Puis le morphotype du mammouth des steppes, qui est à peu près le même gabarit que le mammouth méridional, mais lui se nourrissait exclusivement d'herbes. Et enfin, le mammouth laineux, qui est une forme un peu ultime de mammouth des steppes, qui est un mammouth des steppes adapté à la steppe froide, donc avec toutes les adaptations qu'on lui connaît pour résister au froid. Donc voilà, ces trois grands ensembles-là principaux, on va dire, décrivent relativement bien la diversité des mammouths. Mais le mammouth, d'une certaine façon, c'est un peu l'éléphant européen qui a eu le plus de succès, en tout cas l'éléphant eurasiatique qui a eu du succès.
Bonsoir, je reviens sur l'analyse. Je me doutais bien qu'à cette distance-là, évidemment, on ne pouvait pas se contenter de la radioactivité naturelle du fossile, mais donc vous expliquez que c'est on irradie en fait. Ouais, en fait, on utilise et donc, c'est l'isotope de quel élément en fait que vous Alors, on utilisez utilise d'abord une datation uranium-thorium, mais on utilise aussi là-dedans comme dosimètre naturel, c'est-à-dire qu'en fait on utilise la paléodose qui va être mesurée non seulement sur le fossile lui-même, mais également sur les sédiments qui l'entourent. Et c'est pour ça qu'on était d'ailleurs obligé de revenir sur le site, parce que pour vraiment mesurer la cinétique de transformation de ces éléments, il faut qu'on ait accès non seulement aux fossiles, mais aussi à la dose, une mesure de la paléodose réelle. Et cette mesure de la paléodose, elle va se faire à travers différents types de substrats, donc de l'os, de l'émail, de l'ivoire, et aussi le sédiment qui jouxte ces fossiles. Et on a à peu près 30 paramètres à mesurer qui vont être couplés à la simple mesure d'uranium-thorium initial, qui vont permettre de nous projeter, parce que sinon en uranium-thorium, on n'irait pas au-delà de 300 000 ans à peu près, donc on serait effectivement complètement coincé par là. Donc on va repousser en fait notre échelle de temps. Avec ce type de méthode couplée, on peut aller quasiment jusqu'au début du Pléistocène, 2 millions et demi d'années. Et avec quelle résolution au niveau précision, disons. Alors la précision, elle va dépendre de notre capacité à ajuster tous nos paramètres. Plus on a de paramètres, plus on a de variance, évidemment. Donc ce qui nous intéressait, c'était d'être capable de se remettre sur un interglaciaire, si possible. Donc et c'est à peu près la fenêtre qu'on a. Donc on est à peu près à 50 000 ans près. Donc c'est pas très serré, soit, mais ça nous suffit en fait. Et ça permet de corriger la première approche. Exactement, c'est ça. C'est une correction en fait de l'approche radiochrono et l'approche purement fondée sur les fossiles et sur les fossiles végétaux, puisque ce qui est surprenant, c'est qu'en fait à Durfort, les fossiles végétaux ne sont pas tous en accord. Alors, il y a plein de choses qui ne sont pas dites dans le film, mais il y a notamment pas mal de taxons reliques qu'on ne s'attendait pas à trouver à cette période-là, des Elcova, notamment des Parossi, des taxons végétaux qui normalement sont plutôt vus sur le tout début du Pléistocène, donc qui vont plutôt vers 2 millions, 2 millions de et donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même des poches locales de ces taxons reliques. Et ça montre bien les limites en fait de faire la datation par une seule approche. Donc c'est pour ça que là encore, un peu comme dans les films précédents, on bénéficie de ces approches, on va dire multiproxy, où on essaie de mettre tout ça en synergie pour essayer de trouver de la cohérence dans nos résultats réciproques. Mais le sédimentaire reste toujours une bonne approche, c'est-à-dire oui. Oui, ça marche relativement bien. Il faut, on a aussi fait des approches de paléomagnétisme, mais pour ne pas rentrer dans le détail, par exemple, en paléomagnétisme, typiquement, on a eu des résultats très décevants parce qu'on avait très peu de fractions ferriques, magnétiques en tout cas, dans ces sédiments-là, et le signal, par exemple, de paléomagnétisme a été très faible. Donc vous voyez, en fait, avant de faire les mesures, on était incertain sur quel type d'approche allait finalement porter ses fruits ou pas. Donc toutes n'ont pas fonctionné malheureusement. Vous avez de quoi au niveau maintenant exploration avec, j'en parlais dans une autre projection, tout ce qu'a permis la recherche fondamentale dans le développement de tous ces outils. C'est vraiment, l'archéologie est au top au niveau exploitation. Bien sûr, et c'est pour ça que ça valait le coup de retourner sur site, même si ça a été débattu, puisqu'évidemment retourner sur un gisement comme ça, en particulier, même pas sur le site du gisement, il faut quand même avoir de bonnes justifications à pourquoi aller refaire un trou. Voilà, effectivement, sans ces outils modernes, sans ces logiques d'approche, on va dire, de la colonne stratigraphique intégrale, là aussi, puisque finalement c'était une approche qui manquait aussi tout bêtement dans les travaux de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient trouvé au départ un crâne, donc ils ont creusé plus bas, ils ont commencé à trouver les vertèbres, donc ils ont continué de creuser plus bas, mais donc on n'a jamais de contexte stratigraphique propre, et donc ces informations-là, y compris pour le palynologue que vous avez vu, elles étaient manquantes. Donc on n'avait pas le choix, effectivement. Pour pouvoir appliquer ces approches-là, il fallait retourner sur le site. Merci beaucoup pour tous ces détails, merci. Oui, on voit dans le film que lors du remontage, des torons en bois qui ont été changés. Qu'en est-il de l'armature métallique du crâne?
C'est une très bonne question. Alors c'était un vrai sujet de débat. Pour tout vous dire, en fait, c'est encore un sujet de discussion aujourd'hui. Alors, il se trouve que là où on est limité dans la restauration de ce mammouth dès le départ, c'est par le cahier des charges qui est établi par les monuments de France. Pourquoi les monuments de France? Parce que quand la galerie de paléontologie a ouvert en 1898, le mammouth faisait partie de l'exposition initiale. Et en tant que représentant initial de la galerie de l'époque, il est intégré en fait au bâtiment d'une certaine façon. Donc il fait partie des meubles, tout bêtement. Donc pour restaurer ce mammouth, il a fallu montrer patte blanche déjà auprès de l'architecte des monuments de France pour qu'on ait le droit de le restaurer. Et donc on a eu le droit de le restaurer, mais d'une certaine façon à l'identique. Alors on a pu le modifier à la marge, notamment sur la position des pattes, etc., mais on n'a pas eu le droit de modifier son crâne. Alors c'était pas très grave parce que, a priori, parce que personne n'avait l'ambition de modifier son crâne avant qu'il soit démonté et qu'on se rende compte que ce crâne était quand même largement contrefait, en tout cas refait. Donc ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est en fait une autre proposition en impression 3D, enfin facsimilé en impression 3D, de la morphologie que l'on pourrait proposer pour ce crâne de mammouth, la morphologie alternative. Donc là, ça nous permettra à la fois de conserver le patrimoine de la restauration historique, et puis de montrer qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des arguments pour lui donner une tête légèrement différente, effectivement. Mais donc, on n'a pas eu le droit de toucher à l'armature métallique du crâne, ni d'ailleurs à la partie plâtrée du crâne. On n'a pas eu le droit de modifier sa morphologie, alors que, par exemple, son orifice nasal, qu'on voit bien dès le début du film, c'est le premier truc qui m'a marqué moi, quand je suis arrivé au muséum pour travailler sur le crâne de mammouth, c'est que cet orifice nasal ne ressemble pas du tout à un orifice nasal de mammouth ou d'éléphant. Ça ressemble à... Je ne sais pas si vous avez déjà enlevé le tuyau de votre aspirateur, ça ressemble à ça, ni plus ni moins. Bon, ça ne ressemble pas à ça, un orifice nasal de mammouth. Donc il y avait déjà des choses quand même un peu louches avant qu'il puisse être démonté. Mais malheureusement, on n'a pas eu le droit d'y toucher. J'aurais pas mal de questions. Est-ce qu'il est prévu de nouvelles fouilles dans les environs? La deuxième question, est-ce que dans l'environnement plus ou moins proche, il y a des niveaux correspondant à cette datation qui ont livré des artefacts éthiques? Alors, sur la première question, figurez-vous que demain, nous avons rendez-vous avec la DRAC Occitanie, à Durfort même. Donc je prends le train ce soir à Bercy pour demain matin à Nîmes, pour discuter de ces potentialités-là, puisque en fait, la question ne se posait pas là encore avant qu'on y retourne en 2022, parce qu'on ne savait pas si on allait trouver quoi que ce soit. Il se trouve que dans ce sondage qu'on a effectué en 2022, on a laissé en place pas mal de choses. Donc on sait qu'il y a plein de choses à cet endroit-là. C'est pas forcément un endroit très accessible parce que la zone vraiment délimitée par le bassin du lac n'est pas très grande, et on n'est quand même pas très loin ni d'une route ni d'un certain nombre d'habitations qu'on voit aussi sur le film. Donc il faut sécuriser le site si on veut pouvoir y travailler de façon sérieuse, sans risque de pillage d'une part en particulier, parce que les sites paléontologiques aussi sont soumis à ce type de pillage-là. Et puis, il faut les autorisations adéquates, là encore, pour relancer éventuellement des fouilles supplémentaires. Il faut qu'il y ait un enjeu. Est-ce que l'enjeu, c'est juste de continuer à trouver des ossements? On va en trouver, ça c'est sûr. Mais quel est l'enjeu scientifique associé aujourd'hui? Globalement, malheureusement, on ne peut plus continuer à fouiller des gisements juste parce que ça nous fait plaisir de fouiller, de trouver des os fossiles. Il faut qu'on puisse répondre à une question nouvelle. Alors, la question, a priori, elle n'est pas d'ordre humain, puisque, en tout cas, à ce jour, on n'a jamais trouvé de restes humains ou de signes taphonomiques de la présence de l'homme associé à ces mammouths. Alors, on n'avait pas de raison d'en suspecter tant qu'on pensait que ce mammouth avait plus d'1 million d'années, mais si le site n'a que 800 000 ans, on rentre dans une fenêtre de temps où on sait que l'homme est dans les parages à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on va discuter demain avec la DRAC. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va se faire, en tout cas, il y a des discussions. Ensuite, pour votre deuxième question, comment dire, comment formuler ça? On est sur une trajectoire, comment vous me demandez précisément Oui, si dans l'environnement plus ou moins proche, on avait des niveaux qui étaient datables. Disons qu'il y a des gisements dans l'Hérault, on est sur des gisements de ce qu'on appelle l'épivillafranchien,
la toute fin, on va dire la transition entre ce qu'on appelle le Pléistocène inférieur et le Pléistocène moyen, il n'y a pas beaucoup de gisements finalement en France de cet âge-là. Il y en a quelques-uns dans la vallée du Rhône, mais la plupart sont légèrement plus anciens. Il y en a un autre qui est en Eure-et-Loire, et qui a un autre gisement qui a livré justement du mammouth méridional aussi, qui s'appelle le gisement de Saint-Pré. Donc il y a quelques autres points, et ce qui est intéressant d'ailleurs parce que à Durfort, la faune elle est intéressante, mais elle est quand même extrêmement limitée en termes de diversité. On n'a par exemple aucun carnivore. Alors qu'à l'époque on sait qu'il y a des Pachyrhocutta, donc des hyènes géantes, on doit avoir déjà des premiers représentants aussi de loups, etc. On n'a aucun carnivore, donc on fait par analogie avec les sites français de ces périodes-là, on se dit que peut-être si on continue à fouiller, on pourrait en trouver, mais à ce jour, c'est vrai qu'on n'a pas énormément eu de signes qui vont dans ce sens-là, puisque là encore, bien que sur d'autres gisements, on est effectivement retombé que sur du cervidé, du rhinocéros et de l'hippopotame, on va dire les 3 taxons les mieux représentés à Durfort à part les mammouths. Donc non, il n'y a pas énormément de gisements, si ce n'est ces gisements aussi donc, du côté de l'Hérault, où on peut supposer qu'il y a éventuellement des présences de ces premiers représentants de la lignée humaine sortis d'Afrique aux alentours d'1 million d'années. Mais bon, voilà, s'ils sont dans l'Hérault et en Espagne il y a 1 million d'années, ils ne doivent pas être très loin de Durfort et du Gard, il y a 800 000 ans a priori. Ils ne sont pas venus jusque chez nous. Non, ils ne sont pas venus jusque chez nous, il faut attendre un peu plus longtemps, exactement, il faut attendre quelques centaines de milliers d'années. Effectivement, et même les mammouths que l'on trouve dans la région, enfin je veux dire, dans le plus proche, dans le coin, ça sera du côté d'Abbeville. Ce sont des animaux qui sont plus récents. On n'a pas de mammouth méridional en France, au-dessus de la Loire. On en a en Europe continentale, mais pas en France. À part en Eure-et-Loire. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Désolé de vous avoir abandonné parce qu'il faut que je reprenne